Donc le premier exposé de l'après-midi est par Philippe Cinquin, qui est docteur en mathématiques et en médecine. Il est professeur d'informatique médicale à l'université Joseph Fourier, donc à Grenoble, et praticien hospitalier au CHU de la même ville. Il dirige le laboratoire TIMC-IMAG dont nous avons entendu parler ce matin, et il coordonne scientifiquement le Centre d'investigation clinique, innovation technologique du CHU de Grenoble. Il est spécialisé dans le domaine des gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur et s'intéresse depuis plusieurs années à la conception de robots implantables capables de puiser directement leur énergie dans les milieux physiologiques. C'est vraiment là l'originalité principale de ces recherches. Il coordonne un laboratoire d'excellence qui fédère les 6 unités mixtes de recherche du CNRS et de l'INSERM. Il a reçu en 1999 la médaille Maurice Muller d'excellence en chirurgie orthopédique assistée par ordinateur et en 2003 la médaille d'argent du CNRS. Merci Jean-Paul et merci pour cette introduction, mais aussi pour l'invitation à présenter ces travaux. Je vais donc vous parler de robots médicaux implantables et comme vous le voyez, il s'agit d'emblée d'un projet qui est très multidisciplinaire et qui va donc faire intervenir de nombreux partenaires que je présenterai tout à l'heure, aussi bien donc des acteurs universitaires, hospitaliers, mais aussi industriels. Donc je commencerai par essayer de résumer les raisons pour lesquelles on voudrait développer des robots médicaux implantables. Ensuite, voir quelles sont les particularités de ces robots, par exemple par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Donner un exemple particulier, le sphincter artificiel urinaire robotisé, et puis voir comment on peut alimenter ces robots, et enfin conclure. Donc j'emprunte cette diapositive à David Guiraud. Je serai bref dessus parce que je pense qu'il la réutilisera. Vous voyez ici l'ensemble des dispositifs aujourd'hui, enfin la plupart des dispositifs médicaux qui sont implantés aujourd'hui. Le pacemaker est le plus connu, les implants cochléaires aussi, tout ça, ça représente plusieurs dizaines de milliers de patients. La stimulation électrique profonde au niveau du cerveau et beaucoup d'autres applications que je laisserai David décrire tout à l'heure. Donc, si on s'intéresse non pas à ces dispositifs qui tous avaient la particularité d'agir à partir d'impulsions électriques sur l'organisme, eh bien, les robots médicaux implantables, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient capables de suppléer des fonctions vitales défaillantes, mais dans les cas particuliers où on a besoin pour restaurer ces fonctions d'une interaction mécanique avec le patient. Alors, un exemple ici, c'est l'exemple de la pompe à insuline. Elle est à la limite aujourd'hui des robots, dans le sens où aujourd'hui la boucle n'est pas fermée et où donc c'est le patient lui-même qui la commande, mais depuis donc 2007 maintenant, il existe des pompes qui sont implantées dans le patient et, comme vous le voyez ici, permettent de répondre à un objectif important par rapport à ce que permet l'injection directe d'insuline, c'est une bien meilleure régulation, puisqu'il faudrait normalement arriver à rester dans cette zone-là, alors que si on a une injection discontinue d'insuline, eh bien, on va avoir des variations relativement importantes. Autre exemple, les systèmes d'assistance ventriculaire. Alors là, on parle de puissance beaucoup plus significative, qui sera de l'ordre de quelques watts. Et donc, historiquement, plusieurs systèmes ont été développés. Donc, ici, par exemple, un système d'assistance qui conserve le cœur, mais qui va ajouter des pompes qui vont permettre de faciliter le retour veineux d'une part, et puis le départ artériel. Comme vous voyez, ça reste des dispositifs relativement difficiles à utiliser pour le patient. D'où l'intérêt d'avoir des dispositifs qui vont un cran plus loin en termes d'assistance. Donc il existe aujourd'hui implantables chez l'homme et utilisés chez l'homme 2 types de cœurs artificiels. Le premier, CardioWest, avec une source d'énergie pneumatique. Donc ça sort du patient ici et donc il est relié à un compresseur qui permet d'apporter l'énergie nécessaire. Et un autre, Abiocore, qui lui fonctionne avec une approche électrique. Assez proche de ce dernier dispositif, celui qui va sortir bientôt, enfin sortir au sens de la mise en œuvre clinique, donc qui est issu de la collaboration du professeur Carpentier avec Matra, qui est donc le système CARMAT, qui lui aussi est un cœur complet, capable donc de jouer ce rôle de cœur artificiel et de remplacer la fonction cardiaque défaillante.
Donc vous voyez qu'il existe aujourd'hui déjà un certain nombre de systèmes qui, de mon point de vue, rentrent dans cette classification des robots, dans le sens où ils doivent être capables de s'adapter aux besoins du patient et de fournir une énergie mécanique pour des fonctions vitales. Mais il en existe d'autres potentiellement, en particulier la question de la restauration de la continence, dont je vous parlerai tout à l'heure d'un sphincter artificiel urinaire. On peut penser aussi à des sphincters artificiels anaux. D'autres pistes potentielles, et je les cite parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, elles ne font pas l'objet de recherche, mais elles pourraient être extrêmement pertinentes par la suite. Un rein artificiel implantable, 900 000 patients sont en phase d'insuffisance rénale terminale, et aujourd'hui, la seule chose qui leur est proposée, ce sont des séances de dialyse répétitives et extrêmement pénibles, et il commence à exister des reins artificiels portables, donc extérieurs, et il nous paraît clair qu'une des raisons qui font qu'on n'avance pas beaucoup dans cette dimension-là, eh bien, c'est que la question de la puissance doit être traitée, la puissance, l'alimentation de ces dispositifs. Bon, d'autres exemples sont cités ici et commencent à faire l'objet de certains travaux et pourraient donc déboucher dans les années qui viennent. Donc on voit qu'il y a un champ potentiellement assez large pour ces robots. Quelles sont les particularités de ces robots médicaux implantables ? Eh bien, d'une part, il y a tout de suite une question éthique qui doit être traitée avec attention, parce qu'on a une interaction extrêmement intime d'un artefact avec un être humain, et donc ça, ce sont des questions qui peuvent se traiter, mais qui méritent d'être prises en compte dès la conception même du dispositif. Alors ensuite, dans la boucle de robotique classique, on va parler de perception, de raisonnement et d'action, et on va trouver ici aussi des caractéristiques un petit peu particulières. Bien, tout d'abord, au niveau de la perception, le dispositif doit être capable de prendre en compte des informations physiologiques, l'activité mécanique, électrique, des pressions, des concentrations, toute une série de paramètres qui ne sont pas forcément les paramètres qui sont utilisés pour piloter normalement un robot. Et aussi, comme il est implanté, il doit être capable de recevoir des ordres à travers la peau. En termes de décision, eh bien, il y a deux niveaux. D'une part, il faut être capable de s'adapter aux besoins du patient, mais il faut aussi être capable, bien sûr, de prendre en compte les ordres du patient. Et il faut être aussi capable de s'adapter aux demandes de l'équipe médicale, donc d'avoir une commande qui va définir le mode de fonctionnement du robot, puis une autre qui va mettre en œuvre ce mode de fonctionnement au fil du jour, au fil des temps, pendant la vie du patient. En ce qui concerne l'action de ces robots, eh bien, il y a une interaction physique qui doit se faire avec le patient. Alors, on pense bien sûr tout de suite à l'interaction mécanique, elle est essentielle, mais d'autres types d'interactions vont être importantes, électriques, thermiques, parce qu'on va utiliser de la puissance par exemple, chimiques, vous allez voir des exemples où on interagit avec des substances chimiques du corps humain. Et il faut tenir compte du fait qu'on va agir sur le patient et que le patient est un être vivant, un organisme vivant qui va s'adapter. Et donc il est tout à fait possible qu'une action qui avait une certaine efficacité à un moment ne l'est plus après tout. Et bien entendu, on a évoqué la question de sécurité en réponse à la question de Jean-Pierre tout à l'heure. On la retrouve ici avec une force particulièrement grande. Donc, après ce survol rapide, j'en arrive maintenant à l'exemple du sphincter artificiel urinaire robotisé. C'est un exemple de robot médical implantable autonome. Et là, vous voyez donc la collaboration entre divers acteurs, universitaires, CNRS, hospitaliers. L'idée est venue d'une collaboration avec Pierre Moser à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, le thésard dont vous voyez le nom ici, Hamid Lamraoui, est devenu le gérant d'une start-up qui s'appelle Uromems et qui a pour objectif justement de commercialiser, de développer et de commercialiser ce dispositif. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle d'incontinence essentiellement masculine. Vous savez que les femmes aussi y sont sujettes, mais la problématique est un petit peu différente. Et ici, on va s'intéresser aux patients qui ont bénéficié d'une prostatectomie radicale. Donc, ça représente quand même 60 000 cas par an en France. Et à peu près 10% des patients, après cette intervention, deviennent incontinents. En quoi consiste cette intervention ? Eh bien, vous avez ici un schéma de l'anatomie du patient. On va supprimer la prostate. Et ce faisant, on se trouve à la limite de zones qu'il faut absolument respecter pour la continence, qui sont le sphincter interne et le sphincter externe de l'urètre. Et vous voyez que selon le degré d'extension de la tumeur, il est parfois difficile de respecter cela, et ceci explique ce taux relativement élevé de complications. Donc il existe beaucoup d'autres causes de complications, d'incontinence, mais nous allons nous concentrer sur celle-ci. Alors, quel est le seul traitement aujourd'hui disponible pour ces patients qui souffrent d'un handicap social qui est vraiment majeur ?
Eh bien, c'est ce sphincter artificiel développé par une société donc, qui s'appelle AMS 800 et dont vous voyez le principe ici. Il n'est pas tout jeune puisque les premiers concepts datent de 1973 et il n'a plus évolué depuis 1987. Et l'idée de ce dispositif, eh bien, c'est qu'on va assurer une occlusion permanente de l'urètre pendant la miction. Donc vous voyez que ici, vous avez à l'intérieur du scrotum du patient une petite pompe et lorsque le patient veut uriner, eh bien, il va appuyer sur cette pompe et le liquide qui était dans la manchette, donc qui avait une certaine pression et qui occluait l'urètre, va refluer vers un ballonnet et de ce ballonnet va pouvoir, en quelques minutes ensuite, revenir pour pouvoir assurer à nouveau la continence. Donc vous le voyez représenté ici, le ballon, c'est celui qui est dans l'abdomen, la manchette ici, elle est autour de l'urètre, et la petite pompe qui est dans le scrotum du patient. Alors les résultats sont à la fois satisfaisants et en même temps pas parfaits. On arrive à une continence sociale significative, totale un peu moins, mais quand même qui dépasse les 70%. Et par contre, ce qui nous embête plus, c'est ce taux de complications, en particulier si vous regardez des séries dans lesquelles il y a beaucoup de patients, eh bien on s'aperçoit qu'à long terme, disons entre 3 et 5 ans, on va se retrouver avec à peu près le tiers des patients pour lesquels ce dispositif cessera d'être efficace. Alors c'est une des motivations de la robotisation de ce sphincter artificiel, dans lequel l'idée dont nous sommes partis, c'est de dire que nous allions conserver la manchette occlusive que vous voyez ici, et que par contre nous allions supprimer les parties qui posaient problème ici. Alors, si on supprime la pompe, eh bien, il faut la remplacer par un dispositif. Ce dispositif, il lui faut une source d'énergie, une commande, un accéléromètre, je reviendrai dessus pour pouvoir le commander, et puis un contrôle électromécanique qui va permettre donc d'assurer le mouvement entre le boîtier du dispositif et la manchette. Donc, le mode de fonctionnement de ce sphincter, eh bien, c'est qu'au niveau du personnel soignant, on a justement cette commande de haut niveau dont je vous parlais qui va permettre de paramétrer, parce que M. X n'aura pas exactement les mêmes besoins que M. Y. Et puis au niveau du patient, on va avoir toute une série d'informations que le système devra être capable de décoder lui-même en termes d'activité musculaire, de posture, d'activité, de pression intra-abdominale. Il est clair que quand vous venez de vider votre vessie et que vous êtes allongé, vous n'avez pas les mêmes besoins que quand vous dévalez Champs-Rousses, c'est la montagne près de chez nous, et que donc vous avez des chocs qui sont potentiellement importants et qui pourraient générer une incontinence. Et bien sûr, il faut aussi pouvoir commander l'ouverture et la fermeture de ce dispositif. Donc vous voyez ici une des premières versions de cet ensemble dans lequel vous retrouvez les éléments présentés tout à l'heure. Donc vous avez une batterie qui est ici, une unité de contrôle, des systèmes de télémétrie. Et tout ça donc, est intégré sur une carte qui va permettre de contrôler un moteur. Et ce moteur va permettre donc de mobiliser du liquide pour aller jusqu'à la manchette occlusive qui va être autour du patient, avec des possibilités donc de contrôle par radio. Alors, les fonctionnalités innovantes sont celles qui font l'intérêt médical. L'intérêt principal de ce dispositif, c'est sa capacité à adapter la pression. En effet, le dispositif actuel est un dispositif dans lequel vous avez une pression qui reste constante à 70 cm d'eau, c'est beaucoup. Et donc, il se passe ce qui se passe si vous ne bougiez pas pendant plusieurs heures sur votre fauteuil, eh bien, vous auriez sans doute une escarre au bout d'un certain temps. Et donc, pour pouvoir traiter cela, eh bien, il faut pouvoir adapter la pression. Et c'est ce qui est montré ici sur ce schéma. Avec un certain nombre d'indications relativement simples, on peut savoir si le patient est allongé en activité ou en situation d'effort et adapter ici la pression d'eau, y compris en allant au-delà de la pression moyenne exercée par le dispositif dans les situations où on a vraiment besoin de pression forte autour de l'urètre. Donc l'avantage, c'est qu'on est capable de s'adapter aux besoins du patient et en même temps qu'on réduit la pression d'occlusion moyenne. Bon, le système peut aussi être personnalisé à distance avec la possibilité donc d'avoir un réglage personnalisé des pressions d'occlusion et des paramètres de détection des différents événements qui surviennent. Bon, l'intérêt, vous l'avez compris, c'est aussi la simplicité et l'originalité de la commande pour la miction. Parce que vous imaginez bien que cette pompe dans le scrotum n'est pas très facile à manipuler, particulièrement pour des patients éventuellement présentant des difficultés cognitives, puisque c'est une pathologie qu'on va trouver aussi croissant avec l'âge. Donc on a un système qui est beaucoup plus ergonome. On a un système aussi qui a des fonctionnalités en termes de sécurité. Il peut se désactiver à distance si le besoin s'en fait sentir.
Et puis on peut aussi avoir un système qui va compter le temps après une médiation urinaire et qui va relâcher automatiquement si on dépasse une certaine limite pour éviter tout problème. On peut aussi avoir quelque chose qui va permettre au dispositif de s'améliorer progressivement. Et donc, on peut apprendre en fonction de la manière dont le patient utilise le dispositif et signale les difficultés éventuelles. Et on peut donc adapter la commande aux besoins particuliers du patient. Donc, où en est ce dispositif ? Eh bien, il en est au stade de l'implantation sur un animal. Donc, il s'agit d'une chienne. Cette chienne, on peut lui créer une incontinence d'une manière médicamenteuse. Et ce que vous voyez ici, c'est l'implantation. Donc là, vous voyez ici la manchette en train d'être installée, et puis là, le dispositif en train d'être mis sous la peau. Et les tests ici sont des tests du rétrographie, de mesure de pression dans l'urètre, dans lesquels donc on va progressivement retirer la sonde intravésicale et on va mesurer ici le profil des pressions. Et on s'aperçoit qu'effectivement, sur la distance correspondant à la zone de l'urètre, eh bien, on a des niveaux de pression qui sont ceux correspondant aux commandes qu'on avait mises, ce qui permet de valider le fonctionnement. Bon, donc ce dispositif a pu être mis en œuvre sur un animal. Je vous rassure sur le devenir de cet animal. Une fois l'expérience terminée, donc, on enlève le dispositif et comme l'incontinence était purement médicamenteuse, l'animal redevient continent et a pu donc être adopté sans difficulté particulière. Alors, on a commencé des tests sur patient, on n'en est pas encore au test sur patient du dispositif lui-même, mais il est nécessaire sur patient de s'assurer qu'on sera capable de détecter les situations qui vont être intéressantes pour nous. Et donc, vous voyez ici qu'on a mis un accéléromètre, on a également mis un certain nombre d'électrodes permettant de détecter des activités musculaires qui peuvent être intéressantes pour nous. Et on a demandé aux patients de vivre normalement pendant 24 heures, et on a enregistré les paramètres en question, et on a ensuite pu vérifier que oui, effectivement, on était capable de détecter avec une qualité suffisante les différentes situations, et que donc on serait en mesure d'adapter la commande de ce sphincter. Alors un point important pour la suite de mon exposé en particulier, mais aussi pour la vie du dispositif, eh bien, c'est la consommation électrique. Vous voyez qu'une des difficultés de ce dispositif, c'est qu'il a besoin de mobiliser de l'énergie mécanique puisqu'il doit mettre de l'eau sous pression. Et c'est ça qui coûte cher. Et donc vous voyez ici sur ce graphique, en fonction du nombre de transitions, donc vous voyez ici 1000 transitions, où on va augmenter la pression, et là on va la diminuer, ça a un coût. Et donc quand on fait tout ça, on s'aperçoit que si on le laisse à pression constante, c'est 80 microwatts. Retenez ce chiffre parce qu'il ne sera pas très éloigné de celui du pacemaker dont on parlera tout à l'heure. Et il faut déjà voir que dans cette situation-là, il rend déjà un service significatif par rapport à la MS800 actuelle. Mais par contre, si on lui demande d'avoir plusieurs transitions, enfin un nombre raisonnable de transitions, on arrive à des consommations qui deviennent beaucoup plus significatives. Et si on transforme cette puissance moyenne en autonomie, compte tenu des performances des meilleures batteries, en particulier au lithium dont on peut disposer, eh bien on s'aperçoit que pression constante, on serait à peu près à 10 ans, et pression variable, on serait à peu près à 4 ans dans ce schéma d'utilisation. Voilà, donc pour moi, c'est un bon exemple d'un robot implantable capable de répondre à un besoin particulier. Et on va donc maintenant arriver à la problématique de l'alimentation de ces robots. D'une manière générale, comment se pose la question de la récupération de l'énergie dans le corps humain ? Ce qu'on peut dire, c'est que les piles scellées, elles ne fonctionnent pas si mal. Typiquement pour un pacemaker, c'est tout à fait satisfaisant. En moyenne, un pacemaker consomme une dizaine de microwatts, 40 microwatts s'il a des fonctionnalités de défibrillateur. Et en clinique, on le change tous les 5 à 8 ans, ce qui est tout à fait acceptable. On a d'autres possibilités aussi pour alimenter des dispositifs. C'est un couplage électromagnétique transcutané, donc on a des bobines de part et d'autre de la peau. Ça s'applique assez bien dans des situations où le patient n'a pas tellement le choix, je pense au cœur artificiel, c'est ça ou la mort. Donc là, on est capable de passer quelques watts, mais ça représente des contraintes cliniques majeures. Pour les implants cochléaires, à l'opposé, on a des puissances qui sont beaucoup plus limitées, et puis comme on a le dispositif derrière l'oreille, ce n'est pas une contrainte très importante. Et les autres situations, eh bien, sont des situations qui sont des bonnes candidates pour la récupération d'énergie par le corps humain. Alors, en particulier, à quoi peut-on penser ? Eh bien, aux situations où on a une puissance relativement faible, et particulièrement faible, en particulier du fait qu'on a des localisations multiples. Et on reviendra sur les exemples des dispositifs électriques dont j'ai parlé tout à l'heure. Stimulation cardiaque, je dirai tout à l'heure un mot de la resynchronisation multi-électrode. Neurostimulation périphérique, je pense que David en parlera. Électrostimulation fonctionnelle musculaire, qui est son domaine aussi.
Et puis, vous avez aussi des faibles puissances. Alors, quand je dis faible, tout est relatif. Hein. Vous voyez ici, ce sont des milliwatts. Donc, c'est beaucoup plus que les microwatts d'un pacemaker. Le sphincter artificiel urinaire dont j'ai parlé, des dispositifs de délivrance de médicaments et quelque chose qui me fait un peu rêver, donc l'idée d'un rein artificiel implanté qui représenterait quand même 20 milliwatts pour la seule partie du travail osmotique de ce rein. Alors, justement, ici, pour récupérer l'énergie, un cas particulier intéressant dans le cœur, eh bien, c'est la situation où on a besoin non pas d'une seule électrode ici, donc c'est les simulateurs actuels, mais de plusieurs électrodes qui peuvent être vissées à l'intérieur du cœur et qui permettent de ce fait d'avoir une onde de dépolarisation beaucoup plus respectueuse de la physiologie et qui, en particulier, permettrait d'avoir une réponse à des pathologies qui sont non seulement des troubles du rythme, mais aussi des insuffisances cardiaques. Et donc, ça intéresse beaucoup Sorin, qui a donc lancé un projet avec nos collègues qui vise à récupérer l'énergie des battements du cœur. Et bien entendu, c'est aussi un bon candidat pour nous, parce que nous aurions la possibilité, avec les performances que je vais vous montrer tout à l'heure, d'alimenter ces petits dispositifs autonomes implantés directement à la surface du cœur. Bon, donc on veut récupérer de l'énergie dans le corps humain. Très bien, mais quelle est l'énergie dont dispose le corps humain? Alors, j'ai emprunté ces transparents à Multon de Cachan pour vous montrer que ici, en ce moment, vous êtes en train de dépenser à peu près 80 watts en moyenne. Si vous êtes vraiment bon, vous arriverez là, j'y crois pas trop. Un bon cycliste, ceux du Tour de France doivent même arriver à 400 ou 450 watts mécaniques en crête. Donc il y a quand même une certaine réserve de puissance par rapport à ce dont on a besoin, et que vous voyez d'une autre manière sur ce schéma-là. Et vous voyez donc en particulier le cœur, c'est de l'ordre du watt, et puis les mouvements, selon ce que vous ferez, seront plus ou moins importants. Donc on a des puissances utilisées par notre organisme qui sont tout à fait compatibles avec les puissances dont on a besoin. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que tant qu'on veut rester sur des consommations inférieures à 100 microwatts, Kang a montré que des effets tels que l'effet thermoélectrique, où on exploite donc la différence de température entre deux endroits, les vibrations, les mouvements du corps, pour des contraintes physiologiques diverses, lui semblent ne pas pouvoir dépasser une centaine de microwatts. Et donc quand on veut aller plus loin, eh bien, il faut envisager de récupérer l'énergie à partir de la chimie. Donc, passage direct de l'énergie chimique à l'énergie mécanique, c'est osmoteur. Donc ça, c'est un projet ANR que j'avais mené avec tous les collègues qui sont ici, donc à nouveau un projet extrêmement multidisciplinaire, et qui est inspiré d'un muscle artificiel qu'on appelle le muscle de McKibben, que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est que ce muscle? C'est simplement un tore en caoutchouc, exactement comme dans votre vélo, mais entouré par une gaine de fil inextensible, qui fait que quand vous augmentez la pression, le diamètre a tendance à augmenter et la longueur à diminuer. Alors l'intérêt de ceci, eh bien, c'est que ce sont des dispositifs qui sont mécaniquement compliants, c'est-à-dire, contrairement à une pièce mécanique rigide, vont pouvoir assez facilement interagir avec les tissus sans les abîmer. Alors pour ça, il faut être capable d'utiliser non pas l'air, mais une pression hydrostatique comme source de pression. Et donc ici, on peut penser à utiliser l'osmose, qui est un phénomène extrêmement utile et utilisé par la nature, avec des pressions qui sont véritablement considérables, qui peuvent expliquer pourquoi certains arbres peuvent monter extrêmement haut. Et donc nous avons regardé plusieurs manières de récupérer cette force osmotique et de la transformer en travail. Alors, une manière de faire, eh bien, c'est de baisser le pH, et ça tombe bien, il y a des enzymes qui permettent de faire ça assez naturellement dans tous les organismes. Augmenter le pH, l'uréase peut le faire aussi. Et donc, on a pu vérifier qu'effectivement, chimiquement, on arrivait in vitro, dans des liquides physiologiques, à avoir des variations de pH, vous voyez, entre 3,90 et 9. Alors encore faut-il pouvoir l'utiliser in vivo. Pour ça, il faut immobiliser les enzymes, et donc nous l'avons fait dans des billes d'alginate de barium, qui présentent des caractéristiques qui permettent d'utiliser ça plutôt que l'alginate de calcium qui se dissout dans le sang pour des raisons que je ne détaillerai pas. On les a incluses dans un sac de dialyse, dans un tube de PTFE, en gros un genre de vortex, c'est les prothèses vasculaires utilisées par les chirurgiens, et on l'a implanté dans l'espace rétropéritonéal d'un rat. Et ça nous a permis d'avoir ici quelque chose d'extrêmement sain sur le plan de l'interface, c'est-à-dire que par rapport à nos premières manips où on n'avait pas encore le bon protocole, eh bien, il y avait des échanges qui pouvaient se faire d'une manière assez efficace entre l'intérieur et l'extérieur du dispositif. Donc,
une manière de faire pour baisser le pH des enzymes, mais dans la nature, il y a des espèces de sacs à enzymes naturels qui sont les levures. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser des levures? Le seul inconvénient, c'est que ces levures, elles ont un objectif dans la vie, c'est de fabriquer de l'alcool. Vous le savez bien si vous aimez le vin. Et donc ici, il a fallu les modifier génétiquement pour bloquer les voies qui permettent d'arriver à l'éthanol et pour rester ici à la situation où on va fabriquer de l'acide lactique et où donc on va baisser le pH. Alors ces levures donc, il faut encore montrer que ces levures sont capables de vivre à l'intérieur d'un animal. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc il faut être capable de les protéger de l'animal. Il faut que l'animal aussi soit protégé, bien sûr, des levures. Donc ça s'est bien passé, toujours avec ce même protocole d'un double sac. Et on a pu donc utiliser maintenant cette variation de pH qu'on avait créée, par exemple, dans des hydrogels qui sont représentés ici, là, avec des réseaux chimiques qui sont interpénétrés, et dans lesquels le fait de changer le pH va avoir un effet qui va permettre de favoriser l'arrivée d'eau avec des effets qui sont proches de l'effet osmotique, et donc de gonfler. Et donc ceci a été exploité par nos collègues du LESIA. Alors là, vous voyez, c'est un peu grossier comme dispositif, et en particulier, c'est des concentrations qui ne sont pas physiologiques, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a quand même eu à miniaturiser aussi les muscles artificiels, et vous voyez là, on est dans des longueurs qui sont tout à fait envisageables chez l'homme, avec des forces qui arrivent à des valeurs tout à fait significatives. Alors, pour pouvoir utiliser ces dispositifs chez l'homme, il faut être dans des gammes de pH beaucoup plus physiologiques, et précisément, c'est ce qui a pu être obtenu par rapport aux bouteilles de NaOH ou de HCl que je vous montrais tout à l'heure, avec des valeurs qui sont exactement celles que je vous montrais tout à l'heure, que l'on peut obtenir par les divers moyens que j'ai évoqués. Reste une difficulté, être capable d'avoir des dispositifs encore plus intégrés que celui que j'ai montré tout à l'heure. Et donc ici, nos collègues mécaniciens ont conçu des dispositifs dans lesquels, à partir du caoutchouc, on dispose des fibres, alors on peut les mettre de diverses manières, et selon la manière dont on va les faire, on va avoir un dispositif qui va fonctionner d'une manière anisotrope, c'est-à-dire qui va être capable justement d'avoir cet effet McKibben qui nous intéresse pour pouvoir avoir un muscle artificiel. Alors, on était parti sur ce projet, je crois, dans les années de 2002-2003, et en 2005, on a vu un papier qui a montré que c'était effectivement quelque chose de tout à fait similaire qui se passait dans la nature, avec une espèce particulière de plante carnivore qui fonctionne exactement sur ce principe, c'est-à-dire qu'elle accumule de l'énergie osmotique quand elle est ouverte, et puis après, l'insecte vient se poser dessus, et hop, il y a une toute petite dépense d'énergie qui est faite et qui permet de mobiliser toute cette réserve d'énergie osmotique pour être capable de capturer l'insecte. C'est exactement ce qu'on a envie de faire sur le sphincter. On a plusieurs heures entre les mictions et au moment de la miction, on veut aller relativement rapidement pour pouvoir ouvrir le sphincter. Alors une des retombées de ce projet, ça a été la biopile à glucose, parce qu'on s'est aperçu qu'on était capable in vivo de faire changer le pH, et donc ça nous a donné des idées. Donc j'en arrive maintenant à la biopile enzymatique à glucose, dans le biofuel cell, BFC en anglais. Et ce travail multidisciplinaire, donc, il est parti du principe général des biopiles à glucose. Donc on a une anode et une cathode, on a le glucose d'un côté qui se transforme en gluconolactone, et l'oxygène ensuite qui est réduite en eau. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut récupérer les électrons. Et si on est directement au contact de l'électrode, ça peut se faire directement. Sinon, il faut un médiateur électrochimique qui va permettre en quelque sorte de transporter l'électron jusqu'à l'électrode. Alors on est dans des situations qui ne sont pas très favorables parce que l'oxygène dans le plasma veineux est à faible concentration et le glucose aussi n'est pas très concentré. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'ions ou de molécules qui sont présentes à l'intérieur du sang ou des liquides physiologiques et qui peuvent inhiber les enzymes. Alors la particularité de la biopile que nous avons développée, c'est qu'elle a une conception relativement simple. On comprime tout simplement tous les ingrédients dont on a besoin, et c'est donc les conducteurs, les enzymes, les médiateurs. On emballe tout ça, comme vous l'aviez vu tout à l'heure, dans une double membrane, dialyse et PTFE, et puis on a mis une enzyme un petit peu particulière qui présente la particularité de ne pas être gênée par le contenu du liquide physiologique. Nos premières manips nous ont permis d'obtenir 5 microwatts, ce qui était déjà pas mal, avec une petite électrode telle que celle que vous voyez ici. Et vous en voyez donc le résumé ici. L'électrode dans l'espace rétropéritonéal du rat, que vous voyez ici sous une forme un petit peu plus évoluée. Et donc ici le schéma de principe, et le potentiostat qui permet de récupérer l'information sur la performance du dispositif. Je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus pour dire qu'effectivement, on perd un peu en utilisant des médiateurs. D'où l'intérêt de pouvoir se passer des médiateurs. Et donc, on reprend le même principe, mais cette fois en utilisant comme conducteurs des nanotubes de carbone
Et ces nanotubes de carbone, d'une certaine manière, peuvent transfixer la molécule, ici l'enzyme, et donc se retrouver directement au contact du centre actif de cette enzyme, si bien que les électrons n'ont plus besoin d'un médiateur pour être récupérés et être utilisés. Vous voyez ici une image en balayage électronique de l'électrode telle qu'on la fabrique. Donc les tests in vivo montrent des performances qui sont tout à fait satisfaisantes. Vous voyez ici le type de taille qu'on obtient. Vous voyez ici la phase où on coule la membrane de PTFE autour, et puis des voltages qui sont de l'ordre de 0,8 volts, qui sont assez proches de la valeur qu'on attendait. Donc vous voyez ici sur cette vidéo le premier rack un des racks qu'on a utilisé, avec ici un connecteur, puisque les connecteurs sont tunnelisés sous la peau. On ne branche le rat évidemment que pour les phases de mesure. Et donc on a le voltage ici, et je vais passer rapidement, je me suis trompé de vidéo, je crois, parce que la vidéo que je voulais, c'était celle où on le voit flasher une diode, puisque ce dispositif donc, peut permettre d'alimenter des dispositifs, des thermomètres ou des diodes. Alors il me reste 2 minutes, donc je vais les utiliser pour vous parler d'une biopile à membrane biomimétique. Parce que là, c'est une approche un petit peu différente. Donc, vous avez vu qu'on pouvait utiliser des enzymes, mais on peut aussi utiliser des approches qui ne sont pas très éloignées de ce qu'on a dans le corps. On n'a pas de batterie. Par contre, on a des cellules qui sont des membranes telles que celle-ci, donc des bicouches lipidiques, donc qui sont hydrophobes, et à l'intérieur desquelles il y a des canaux qui sont des protéines transmembranaires. Et en particulier, nos cellules utilisent ça pour gérer leurs échanges électriques. Donc, vous voyez le principe ici. La théorie, c'est ça, c'est donc 2 couches de lipides qui sont présentées ici, une couche ici d'électrolyte qui va servir de support, et puis voilà ici une protéine de transport. Alors on est capable d'utiliser ça pour faire des vésicules qui vont permettre de transporter des drogues, et ce que nous avons proposé, c'est de l'utiliser ici pour avoir deux chambres donc, qui vont permettre de séparer 2 zones. Et ici, par exemple, si vous venez avec du NaCl, du sel de cuisine, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'ions sodium, vous allez pouvoir les échanger avec des ions H+, ici, et du coup, vous allez créer un gradient de pH, et donc potentiellement une pile. Donc c'est ce que nous avons fait ici, ce qu'on voit sur cette diapo que je ne détaillerai peut-être pas, eh bien, ce sont les différentes étapes. Il faut avoir la protéine active, ce graphe là permet de montrer qu'elle est bien active. On peut vérifier également que la chambre qu'on obtient est bien étanche, ce n'est pas si facile. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mesurer le nombre de transporteurs. On arrive quand même à des quantités qui sont impressionnantes, puisqu'on en a 8 ici transporteurs sur un carré de 10 nanomètres de côté. Donc, vous voyez le nombre que ça représente. Et vous voyez ici le dispositif, et là aussi c'était un défi, parce que habituellement ces membranes ne font pas plus que quelques dizaines de millimètres, et là on arrivait à 15 millimètres, et donc on en a mis 6 en parallèle ici, et on a mis 6 chambres de ce genre-là. Et pour les faire fonctionner, juste un mot sur la manière dont on fabrique les protéines transmembranaires. Il faut pour ça, et on avait la chance qu'un de nos collègues, Jean-Luc Lenormand, a un dispositif qui permet de fabriquer ces protéines. Donc on exprime le gène dans un lisa de cellules, et ce gène donc, va permettre de fabriquer la protéine, mais on a aussi des vésicules lipidiques qui ont été cassées par des détergents et qui vont ensuite se reformer et qui vont donc avoir intégré directement les protéines transmembranaires. Donc là, d'une part, on a des rendements qui sont fabuleux, et d'autre part, on a directement la protéine qui est intégrée à la membrane. Donc on a testé le dispositif. Sur les 6, on a eu 2 échecs et 4 succès. Et donc on arrive ici à la première démonstration de la possibilité justement d'utiliser ce dispositif pour fabriquer de l'énergie. Alors ça nous a permis donc d'aller un cran plus loin. Et dans le cadre d'un projet nanobiotechnologie des investissements d'avenir, on a lancé un projet biopile à carburant implantable où en gros on reprend tout ça ensemble, avec donc à la fois des questions d'optimisation de l'architecture, des questions donc, qui vont exploiter les biopiles enzymatiques, mais aussi ces biopiles à carburant biomimétique, et en particulier qui vont exploiter la possibilité de fabriquer ces dispositifs en exploitant les capacités de fabrication collective que connaissent bien les gens qui fabriquent du silicium, et en particulier du silicium qu'on peut rendre poreux. Donc je conclus pour dire que ma conviction, c'est qu'on aura besoin de plus en plus de microsystèmes implantables,
Il reste encore des choses à faire. Vous avez bien vu que ce n'est pas encore immédiat d'avoir une récupération d'énergie parfaitement opérationnelle. Ce travail, c'est un travail à longue haleine dans lequel il y a évidemment des dimensions extrêmement interdisciplinaires, avec des disciplines très diverses qui doivent se parler. Donc j'ai particulièrement apprécié le discours introductif de Jean Dubousset ce matin, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours, et on a besoin de tous ces collègues qui chacun apportent leurs compétences particulières. On a pu montrer quand même que c'était faisable. C'était la première fois qu'on arrivait à avoir des microwatts avec une biopile enzymatique. On a des performances ici de l'ordre de 0,5 microwatts par microlitre, à relier aux besoins que je rappelais tout à l'heure. Et les acteurs industriels, justement, s'intéressent évidemment très fortement à cela. Il reste bien sûr beaucoup d'autres choses à faire sur ce type de travail. Et le dernier point de ma conclusion, c'est que sur le plan humain, et aussi, c'est bien entendu enthousiasmant, et vous voyez ici l'ensemble des co-auteurs de ce projet. Merci de votre attention.